Mes chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous revoir pour cette 15e conférence, 15e épisode qui se situe toujours dans mon second livre, L'univers millefeuille, où je passe en revue les 1001 méthodes que la nature a trouvées pour fabriquer la complexité. C'est certainement ce qu'il y a de plus mystérieux dans notre univers, le fait qu'il mène à une telle complexité qui va jusqu'à la vie, l'être vivant et l'être pensant. Nul doute qu'il y a plein de secrets à découvrir et nous en voyons un aujourd'hui qui porte un nom que vous n'avez probablement jamais entendu parce qu'il n'est même pas très connu dans le monde scientifique. C'est le mot de possible adjacent. C'est un concept qui a été inventé par Stuart Kauffman, dont je vous ai souvent parlé, parce que Stuart Kauffman est un spécialiste pour modéliser le vivant. Et je pense qu'il a décelé à travers ses simulations ce qu'était le secret de la vie, c'est-à-dire comment la vie a commencé. Le possible adjacent, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas très difficile à comprendre. Vous avez le domaine du possible et le domaine de l'impossible, on est bien d'accord. Ce qui est possible pour moi, c'est de descendre dans la rue ou bien de prendre l'avion et d'aller à Los Angeles. Bon, ça, c'est le possible. L'impossible, c'est que j'ouvre la fenêtre là et que je m'envole comme un petit oiseau. Il y a donc le possible et l'impossible. Vous voyez ici, le possible, c'est ce grand cercle, l'impossible, c'est ce qu'il y a autour. Pour revenir un peu à la physique, je dirais l'impossible, c'est ce qui n'est pas permis par les lois de la physique, hein. Alors, le possible, c'est cela, mais le possible n'est pas immédiatement accessible. Par exemple, il est immédiatement accessible pour moi de passer à la pièce à côté. Par contre, il est plus difficile déjà d'aller à Los Angeles. Il y a donc une frange entre l'existant et le possible qui est ce qu'on appelle le possible adjacent, c'est-à-dire ce qui est immédiatement possible en fonction du contexte. Nous allons voir que le contexte joue un rôle très important qui n'existe quasiment pas en physique. C'est donc quelque chose de nouveau si on veut s'occuper du vivant, des sociétés, de l'économie, des choses complexes. Eh bien, on est obligé de s'écarter de la physique et d'adopter des points de vue plus larges. Alors ça, c'en est un, le possible adjacent, qui dit que autour de moi, il y a une frange de choses qui sont possibles, mais possibles immédiatement. Je peux lever la main, je peux fermer les yeux, je peux me lever, aller dans la pièce à côté. C'est le possible adjacent. Alors vous allez me dire, c'est enfoncer de magnifiques portes ouvertes. Oui, mais vous allez voir que ça se distingue de la science habituelle et de la physique par le fait que nous allons voir deux choses. D'abord, c'est que la nature se répand dans l'ensemble du possible adjacent. La nature va partout. La nature met son nez partout, inévitablement. Ce qui n'est pas du tout la vision de la physique habituelle, où on a des équations qui nous disent où un projectile doit tomber si on l'envoie d'ici à telle vitesse. Donc la nature, elle, c'est pas un projectile, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et elle se répand partout où elle le peut et où elle le peut, c'est le possible adjacent. Voilà. Ce n'est donc pas une méthode de physique assise sur des mathématiques, etc. Je dirais que c'est plutôt un concept qui aide à comprendre comment fonctionne la nature. Et en philosophie des sciences, on appelle ça une approche heuristique. L'approche heuristique, elle aide à comprendre, mais elle n'est pas prédictive comme serait une théorie scientifique. La théorie d'Einstein vous permet de prédire très exactement où va une étoile qui se promène dans l'espace. Une méthode heuristique, c'est plutôt une méthode qui va vous permettre de comprendre un ensemble et de découvrir des concepts et une meilleure compréhension. Par contre, il ne faut pas lui demander non plus d'être prédictive. Donc, vous le verrez à travers tous mes exemples, ça n'est pas une méthode prédictible. Le possible adjacent, c'est donc tout ce qui est accessible à un moment donné dans un contexte donné. Je vous donne l'exemple ou la métaphore plutôt d'une promenade en ville que je vous avais déjà donnée. Je décide d'aller me promener au hasard dans une ville pour la découvrir. Eh bien, ce ne sera pas tout à fait le hasard parce que mon périple dans cette ville est contraint. Il est contraint par les rues, il y a des propriétés privées, je n'ai pas le droit d'entrer, il y a un code de la route, il y a des feux rouges. Donc, c'est du hasard, mais qui est contraint. C'est ça le contexte, si vous voulez. Quand je vais aller me promener, il y a un contexte, c'est la ville,
Et ce contexte me permet certaines choses, le possible adjacent, et m'interdit d'autres choses. J'arrive à un carrefour, il y a 2 possibilités, une bifurcation, mon possible adjacent, c'est les 2. À moi de choisir où je vais. La nature, elle, elle ira dans les 2. Alors, je suis donc contraint par, le contexte et par les lois de la nature aussi, hein, je ne peux pas m'envoler, c'est la loi de la gravitation qui fait que j'ai les 2 pieds sur terre. Je suis donc contraint par le contexte et contraint par, les lois de la nature et avec cela, eh bien, j'ai par rapport à moi un possible adjacent qui se dévoile pas après pas et dans lequel je peux, décider de me promener. Alors, vous voyez, je vous l'avais déjà dit, j'érige, et c'est cela est très important, j'érige le contexte et surtout les contraintes qu'impose le contexte, je les érige en cause. Et là, je m'écarte complètement de la physique traditionnelle pour lesquelles les causes sont les forces de la nature. Eh bien, je dis oui, les forces de la nature, elles sont là, et ce sont elles qui font que j'ai les 2 pieds sur terre et que je ne peux pas m'envoler, on est d'accord. Par contre, le contexte et les contraintes que je rencontre dans la ville ont peut-être plus encore de valeur causale que les lois de la nature. Et donc, c'est dans ce contexte que je vais, me promener. Alors la nature est un peu différente par rapport à un individu qui se promène. Et pour que vous le compreniez, je poursuis la métaphore de la façon suivante. Imaginez que là, à cet endroit-là, place Joffre. Place Joffre. Imaginons que c'est le point le plus élevé de la ville. Et imaginez que là, il y ait un camion-citerne qui se déverse. Vous avez donc plein d'eau sur cette place. Que va faire l'eau? Elle va chercher tous les endroits dans son possible adjacent où il y a de la pente pour descendre. Et pourquoi elle cherche la pente? Je vous l'avais dit, le moteur de l'univers, c'est l'entropie. C'est le fait que tout système cherche les états les plus entropiques, les états les plus probables. Et pour l'eau, l'état le plus probable, c'est ce qui est le plus bas. Voilà. Donc l'eau va chercher à descendre. Et tout à l'heure, je vous disais que moi, j'allais découvrir mon possible adjacent. Là, par exemple, j'allais voir une route à gauche, une route à droite, j'allais choisir dans mon possible adjacent. L'eau, elle va faire ça, mais elle va aller partout où il y a de la pente. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être visiter une rue, mais l'eau va en visiter une centaine. Elle va couler partout où c'est possible. Et c'est comme ça que fonctionne la nature. C'est pour ça que le concept de possible adjacent est intéressant, parce qu'il montre comment la nature se comporte. Et je vais employer maintenant un terme de physique, je vais parler de diffusion. C'est-à-dire que la façon dont l'eau va descendre dans son possible adjacent s'apparente à une diffusion. Qu'est-ce que la diffusion? L'exemple type de la diffusion, c'est une tache sur le buvard. Vous faites couler une goutte d'encre sur un buvard, vous voyez une tache qui commence à s'accroître, et puis à un moment, il n'y a plus assez d'encre et elle s'arrête, ça fait une grande tache. Pourquoi cette tache? Simplement parce que l'eau cherche dans son possible adjacent tous les endroits où elle pourra aller, et elle pourra aller pour quoi faire? Pour accroître son entropie. C'est toujours le moteur, c'est toujours accroître l'entropie. Donc, en diffusant dans le buvard, elle va vers des états plus probables que l'état où elle est concentrée en gouttes. L'état concentré en gouttes est un état peu entropique. L'état étalé sur le buvard est un état beaucoup plus probable et entropique, et la nature y va spontanément, naturellement. Ça s'appelle une diffusion. L'encre a diffusé à travers les fibres du buvard, de proche en proche depuis le centre. Elle a gagné son possible adjacent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre ou qu'elle ait séché. Voilà. Eh bien, les exemples que je vais vous donner vont montrer ce processus où, entre guillemets, la nature met son nez partout. Ces quelques exemples que je vais vous donner ensuite vont montrer autre chose. C'est que dans le cas du buvard, vous avez plein de directions qui sont identiques et l'encre va aller un petit peu dans toutes les directions. C'est pour ça que ça fait une tache circulaire, un disque. Mais dans les processus naturels, ce n'est pas comme ça. Il y a parfois, dans le possible adjacent, une petite porte anodine qui s'ouvre, et derrière cette porte, il y a un immense champ du possible adjacent. Autrement dit, l'image que je vous donnais
il y a un instant ici où je vous montrais le possible adjacent comme un cercle. Pour la tache d'encre, c'est un cercle, oui. Mais dans les phénomènes naturels, c'est pas un cercle. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous avez une énorme poche disponible qui, à un moment, va devenir accessible dans le possible adjacent parce qu'une porte s'est ouverte. Et derrière, il y a un Eldorado, où il y a une catastrophe, où il y a des domaines immenses. Eh bien, je vous le dis que je m'inscris un peu en faux par rapport à la physique. Non pas que la physique soit fausse, elle est extrêmement féconde, mais la physique ne permet pas d'expliquer les êtres vivants, une société, un individu, et encore moins le cerveau. Et donc, quelle est la différence par rapport à la physique? Voilà, représentée sur cette image, la démarche de la physique qui a été créée par Newton et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Newton a inventé le calcul intégral et ce que je vous explique là, c'est comment on mène le calcul intégral avec les équations de la physique. Ce que je vais vous dire là est vrai de Newton, XVIIe siècle, mais est totalement vrai aujourd'hui de la relativité générale ou de la mécanique quantique. Autrement dit, toute la physique aujourd'hui repose sur ce schéma que j'ai représenté là et qui fonctionne comment? Pour pouvoir résoudre les équations, il faut commencer par fixer un cadre. Le cadre, c'est ce qu'on appelle les conditions aux limites. Ici, vous avez une table de billard. Quelles sont les conditions aux limites? Bon, d'abord, c'est le sol. C'est qu'à cause de la gravitation, la boule a tendance à tomber, mais elle ne peut pas tomber parce qu'il y a le sol. Le sol, c'est donc une contrainte qui est une condition limite. Et les autres conditions limites, c'est qu'il y a une bande, une bande, une bande, les trous, enfin tout ce qu'il y a sur un jeu de billard. Ce sont les contraintes. Une fois qu'on a bien fixé les contraintes, on place la boule à un endroit et à cet endroit-là, on lui communique une vitesse. Position, vitesse, ce sont les conditions initiales, c'est-à-dire ce sont les conditions de l'endroit où la boule commence sa trajectoire. Et maintenant, si on a fixé des conditions limites, si on a fixé les conditions de départ de la boule, les équations de la physique, de Newton, d'Einstein ou de Schrödinger, nous disent où va aller la boule. Voilà comment fonctionne la physique. La trajectoire est déterminée par une équation différentielle et elle est soumise à ces contraintes. Voilà. Donc la physique traditionnelle, et c'est toujours vrai aujourd'hui, fixe un cadre rigide et elle détermine une trajectoire unique. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai en mécanique quantique, il y a des trajectoires probabilistes, mais enfin, la fonction d'onde, en tout cas en mécanique quantique, est tout à fait déterminée. Et cette trajectoire est donc déterministe, c'est-à-dire qu'on a tout pour la trouver. Dans le domaine du vivant, des phénomènes complexes, de la météo, des écosystèmes, de la société, etc., ça ne marche pas, cette méthode. Ça ne marche pas parce que d'abord, j'ai commencé par vous parler des conditions limites. Les conditions limites, elles changent tout le temps. Vous ne pouvez pas les figer à un moment donné et dire, voilà, le cadre, c'est le jeu de billard, le cadre est fixé. Vous ne pouvez jamais le faire. Prenez un écosystème. Vous avez une espèce qui se développe. Tout d'un coup, le cadre change parce qu'il y a de gros orages. Et alors la moitié des individus de l'espèce meurent noyés. Ensuite, ils arrivent à survivre, mais à ce moment-là, vous avez une autre espèce qui profite de l'affaiblissement de la première pour attraper la niche et se développer. Et puis là, bah, cette espèce, elle va commencer à croître, mais au moment où elle commence à croître, elle est attaquée par un virus, etc., etc., etc. Vous avez un cadre qui ne fait que changer. Donc c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que vous ne pouvez pas définir des trajectoires uniques. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dire que va devenir cette espèce. Vous pouvez tout au plus, au mieux, imaginer des scénarios. Voilà, si les conditions sont favorables, cette espèce se développera. Si elle est trop concurrencée par telle autre espèce, elle disparaîtra ou elle restera à un niveau minimum. Vous êtes condamné à des raisonnements probabilistes et vous n'avez pas une trajectoire bien précise. C'est pour ça que la physique ne fonctionne pas dans les systèmes complexes.
Et puis finalement, dans ce jeu-là, quand tout change, eh bien, j'en reviens à cette idée du possible adjacent. Vous avez des bifurcations, de même que moi dans la ville, je me trouve devant 2 routes. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Eh bien, il y a partout des bifurcations et il y a des portes qui s'ouvrent, de façon imprévisible et nous allons voir que parfois, ces petites portes mènent à des territoires immenses du possible adjacent et là, la nature s'y engouffre, d'une façon extrêmement brutale. Alors, vous voyez, tout cela, je pourrais le résumer, dans une chose, c'est l'imprévisibilité de la nature et c'est ce que dit toujours Kaufmann. La physique a une vertu prédictive, donc elle vous permet de calculer où va tomber un obus que vous envoyez. Mais, la nature ne fonctionne pas comme ça et elle résiste à toute forme de prédiction. Alors, premier exemple de la nature qui explique bien cette idée de porte qui s'ouvre vers un possible adjacent, c'est la formation de la Méditerranée. Il y a 6 millions d'années environ, c'est peu de temps après la scission entre le singe et les espèces bipèdes, eh bien à cette époque-là, il n'y avait pas de Méditerranée. C'était une cuvette asséchée et il y avait l'océan Atlantique à côté, mais l'eau de l'océan Atlantique ne pouvait pas gagner la Méditerranée à cause de la barrière rocheuse de Gibraltar. Et cette dépression, attention, elle faisait 2000 mètres de profondeur. Donc c'était un peu comme la mer Morte, si vous voulez, qui occupe une dépression sous le niveau de la mer, mais là, attention, c'était 2000 mètres. Et que s'est-il passé? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau et de pression du côté de la barrière rocheuse, du côté de l'Atlantique, eh bien, il y a eu des infiltrations et progressivement, vous avez de l'eau qui a commencé à sourdre et à se glisser dans des fentes et à passer. Et là, vous savez ce qui se passe. Quand ça commence comme ça dans un barrage, par exemple, eh bien, ça se termine très mal. C'est pour ça que dès qu'on voit commencer à sourdre un peu d'eau dans un barrage, branle-bas de combat, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Parce qu'on sait que l'eau qui commence à entrer par ces fissures élargit les fissures, dissout le ciment et que ce n'est qu'une question de temps. À un moment donné, non seulement l'eau passera en quantité, mais surtout le barrage sautera. Alors, c'est ce qui s'est produit et vous avez donc l'eau qui a commencé à passer la barrière et à un moment donné, la barrière a explosé et là, c'est un torrent d'eau qui s'est déversé au point que, à certains moments, au maximum de ce phénomène, l'eau montait de 10 mètres par jour. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. 10 mètres par jour, ça veut dire tout simplement que la berge reculait chaque jour de plusieurs kilomètres en moyenne. Et donc, toute cette faune qui était dans cette cuvette a été balayée à une vitesse à laquelle elle ne pouvait pas s'accoutumer. Donc ça a été une catastrophe. Alors là, je fais un aparté, vous vous dites peut-être, mais comment sait-il tout ça et comment peut-on affirmer des choses comme cela qui se sont passées il y a 6 millions d'années? La raison, ce sont les fossiles. C'est que maintenant, on a vraiment développé énormément la recherche de fossiles et toute la zone méditerranéenne est bien connue. Et là, vous comprenez pourquoi on est au courant de ce qui s'est passé, c'est que avant que la dépression se remplisse, il y avait des fossiles d'animaux terrestres, et après, il n'y a plus de fossiles d'animaux terrestres, mais vous avez des fossiles d'animaux marins. Donc, il suffit de voir quelle est la transition entre les fossiles terrestres et les fossiles marins, et vous savez à quel moment l'eau s'est rempli. Et comme on dispose aujourd'hui de méthodes de datation très précises, eh bien, on arrive à préciser cela. Et c'est comme ça qu'on a calculé la vitesse avec laquelle l'eau était entrée et qu'on a estimé, je vous le dis, à une dizaine de mètres par jour la croissance du niveau. Alors, ça a été un cataclysme gigantesque et ça a complètement changé la faune et la flore. Mais en même temps, ça a été une opportunité extraordinaire parce que le climat entier de la région a changé à cause de cette masse d'eau. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui c'est un endroit magnifique pour passer ses vacances, c'est que tout ça a donné un résultat qui est extraordinaire pour les espèces et aussi pour l'homme.
Une chose un peu intéressante, petite anecdote au passage, c'est que on pense, sans en avoir là la certitude, mais on pense que l'idée du déluge qui apparaît dans l'Ancien Testament correspond à un phénomène identique qui se serait passé non pas il y a 7 millions d'années, mais plutôt dans les 6-7 000 ans, et qui n'aurait pas affecté la Méditerranée, mais la mer de Marmara, qui se trouve devant le détroit du Bosphore. Et donc, à cet endroit-là, on pense qu'il y a à peu près 6 000 ans, le détroit du Bosphore s'est ouvert et l'eau de la mer Noire est entrée dans la mer, une petite mer qui s'appelle la mer de Marmara. Mais enfin, pour les gens qui habitaient là, les hommes préhistoriques qui habitaient là, ça n'a pas dû être très sympathique comme événement. Et on pense que c'est probablement une origine physique comme ça qui est à l'origine de ce mythe du déluge, parce que on retrouve ce mythe dans la religion chrétienne, mais on le retrouve aussi dans le Coran et dans certaines religions asiatiques de la région. Voilà, donc pour revenir au possible adjacent, je décrirais ceci comme cela. Il y avait un possible adjacent qui était cette immense dépression dans laquelle l'eau de l'océan pouvait s'engouffrer. Ce possible adjacent pour l'eau de l'océan était fermé par la barrière montagneuse de Gibraltar et progressivement une porte est apparue et à un moment la porte a sauté et là cette immense dépression s'est ouverte dans le possible adjacent et a été immédiatement gagnée puisque la nature a horreur du vide. Alors, en matière d'évolution, le possible adjacent permet de mieux comprendre les phénomènes rares, les phénomènes qui sont un peu cataclysmiques. Et là, je vais vous parler de l'évolution des mammifères par rapport aux dinosaures. Bon, d'abord, je vous l'avais dit, les mammifères sont nés peu de temps après les dinosaures. Donc, les deux espèces remontent à 200 et quelques millions d'années, les deux types d'animaux. Mais pendant très longtemps, les mammifères étaient de petits animaux et ils ne parvenaient pas à se développer parce que, en fait, les niches étaient occupées par les dinosaures. Il y avait toutes sortes d'espèces de dinosaures. Tout était saturé par les dinosaures qui étaient beaucoup plus gros qu'eux. Et les mammifères étaient en fait de petits genre rongeurs, si vous voulez, de petits rats qui en fait vivaient cachés sous les feuilles mortes et qui sortaient la nuit pour chasser. Alors, c'est bon que les dinosaures ont disparu avec la météorite du Crétacé il y a 66 millions d'années, ainsi que des gros volcans. Hein, les deux causes se sont combinées, c'est à peu près certain. Mais ce qu'on dit moins, c'est que les mammifères avaient commencé à croître et à se développer au détriment des dinosaures. Ils avaient commencé parce que les mammifères ont des avantages importants par rapport aux dinosaures. Ce sont des animaux à sang chaud, donc qui peuvent développer beaucoup plus de complexité, notamment un cerveau plus complexe. Et ce sont des animaux qui sont bien protégés par leur fourrure. Et puis surtout, comme ils étaient habitués à vivre la nuit, ils avaient développé leur sens, le sens de la vue, voir dans le noir, le sens de l'odorat, sentir les proies, le sens du toucher. Dans le noir, quelque part, ça a bougé, ben, il faut toucher pour savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un gros scarabée? Est-ce que c'est un ver de terre? Etc. Et l'ouïe qui est essentiel pour trouver les proies la nuit. Quand on réfléchit, potentiellement, les mammifères étaient une race qui devait s'implanter au détriment des dinosaures. Mais le processus était extrêmement lent. Et en fait, cette évolution des mammifères, elle était dans le possible adjacent. Il manquait que peu pour y accéder. C'était quelque chose qui, de toute façon, se serait fait. Seulement, la météorite a ouvert une porte. La météorite, c'est comme le détroit de Gibraltar qui s'est ouvert tout d'un coup. La météorite a tué tous les dinosaures qui mesuraient plus de 20 ou 30 centimètres et tuant tous les gros dinosaures, tous les carnivores, eh bien, cette météorite a ouvert la petite porte qui, d'un seul coup, a ouvert la Terre entière, les continents entiers aux mammifères. Et les mammifères se sont développés très très vite, c'est-à-dire que la nature a tiré très vite profit de cette
niche et vous avez eu une radiation évolutive, c'est-à-dire la création de milliers d'espèces de mammifères très diversifiés que vous connaissez bien. Voilà, donc ça se serait fait, mais là, il y a une porte qui s'est ouverte sur un grand domaine à un moment donné. Continuons des exemples naturels. Alors là, je vais vous en citer un peu plus technique, un peu plus difficile, qui concerne la biologie et l'évolution moderne de la biologie. C'est peut-être dans ce domaine que le concept de possible adjacent est le plus utile et utilisé. Donc, vous allez voir pourquoi. Alors, j'ai pris un thème pour vous l'illustrer qui concerne les protéines, qui revient sur l'histoire du dessin intelligent. Vous savez qu'aux États-Unis, les mouvements créationnistes avaient essayé à un moment donné de combattre la théorie de l'évolution et d'obliger à ce que la théorie de la création par Dieu soit enseignée en parallèle et soit même enseignée de façon privilégiée. Et un arrêt de la Cour suprême américaine, je crois que c'était dans les années 60, a débouté ceux qui demandaient l'enseignement de la création divine comme thèse concurrente de la thèse darwinienne. Ils les ont déboutés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont interdit qu'on parle de la création divine. Non, pas du tout. Ils ont dit, dans ce cas, vous enseignez ça au catéchisme. Pas de problème. Par contre, si vous avez des cours qui s'appellent les cours de science, alors là, non. La création divine des espèces, par exemple, n'est pas une thèse scientifique et n'a pas sa place dans un enseignement scientifique. C'est autre chose. On peut l'enseigner, mais c'est autre chose. Alors, à ce moment-là, la réaction des milieux créationnistes a été d'inventer quelque chose de plus subtil, que je ne veux pas dénigrer, hein, qui est quelque chose qui pose des questions intéressantes. C'est ce qu'on appelle le dessin intelligent, l'intelligent design. Et là, la théorie du dessin intelligent, elle est plus subtile. Elle dit, d'accord, on a de plus en plus de preuves de l'évolution darwinienne, très bien. Maintenant, le Vatican l'a reconnu, hein. Mais ce que nous disons, c'est que tout ceci n'a pas pu se faire tout seul. C'est-à-dire qu'il y a trop de phénomènes improbables qui se succèdent dans l'évolution. Il y a trop de phénomènes improbables et il y a donc forcément une intervention divine derrière tout cela. Et là, bon, il y a deux cas possibles. On peut dire que c'est une intervention divine au départ, au moment où s'est créé le Big Bang, les lois de la nature et tout. Ça, c'est une position possible. Et l'autre position, c'est le Dieu plus traditionnel qu'on appelle le Dieu transcendant qui, lui, peut intervenir. Par exemple, l'exemple le plus simple, c'est beaucoup de gens disent la vie n'a pas pu apparaître toute seule. Il y a eu quelque part un coup de pouce, quoi. Même chose pour la conscience, l'apparition de la conscience. Voilà, alors moi je ne suis pas croyant, vous le savez, mais je ne veux pas dénigrer ces idées-là parce que moi je ne dénigre quelque chose que si j'ai la preuve que je peux le dénigrer. Et là, je n'en ai pas. Donc je reviens sur le passé et simplement je dis qu'au début, il y a eu des arguments de l'intelligent design qui étaient mal trouvés. Et là, je vais vous en citer un qui est un argument faux, qui a été énoncé dans les années 70 et bon, il était faux. À l'époque, on le voyait juste, mais l'eau a coulé sous les ponts et maintenant on connaît beaucoup mieux la science et donc on sait aujourd'hui que cet argument était faux. Voilà. Mais encore une fois, je ne veux pas dénigrer. Il y a plein d'autres arguments de l'intelligent design. Aujourd'hui, il y a des livres là-dessus. Vous pouvez vraiment vous cultiver dans ce domaine-là et trouver des arguments qui sont beaucoup plus pertinents que celui dont je vais parler, qui était mauvais. Alors, de quoi s'agit-il? Ça me permet de faire une incursion intéressante sur les protéines, parce que lorsque j'ai parlé de l'origine de la vie, je vous ai dit que le développement de toutes les formes de vie, ça tournait essentiellement autour de la sophistication des protéines. Les protéines règlent tout dans notre corps, tout est fait de protéines, tout est contrôlé par des protéines. Et au cours de l'évolution, ces protéines sont devenues de plus en plus sophistiquées. Et c'est ce qui permet d'arriver à des êtres aussi sophistiqués qu'un être humain. L'argument en question touchait à l'hémoglobine. Vous avez ici une représentation en couleur, une vue d'artiste si vous voulez, de l'hémoglobine. C'est une protéine très longue, très grande, 500 acides aminés. Vous savez qu'une
Protéine, c'est comme un collier de perles. C'est une chaîne de perles. Chaque perle est un acide aminé, une petite molécule. Et je vous le disais, il y a 20 couleurs de perles, il y a 20 acides aminés, ben, c'est comme s'il y avait 20 couleurs, les rouges, les noirs, etc. Et vous pouvez assembler ces perles dans l'ordre que vous voulez. Et c'est ce que fait la nature, elle assemble dans un ordre bien précis des colliers de perles. Eh bien, l'hémoglobine, c'est un collier de 500 perles, voilà, qui sont toutes dans le bon ordre, c'est-à-dire que c'est vert, rouge, vert, bleu, gris, noir, rouge, etc., etc. Vous avez une chaîne très précise, et la chaîne très précise, elle est donnée par le gène. Ce sont en fait des gènes qui définissent cette séquence. Et donc, c'est transmis de père en fils, de mère en fille, etc. Et l'hémoglobine, eh bien, c'est cette chaîne. Et quand la chaîne est formée, le collier est assemblé, le collier se regroupe en raison de forces électriques, il se regroupe et il prend une certaine forme. Et c'est cette forme qu'on représente là qui maintenant est calculée. Maintenant, on sait l'observer, cette forme, et on sait même la prédire et la calculer avec l'intelligence artificielle. Donc maintenant, on connaît vraiment la forme des protéines. Que fait cette protéine, l'hémoglobine? C'est le véhicule de l'oxygène dans votre corps. Vous les retrouvez dans les cellules sanguines. C'est ce qui fait que votre sang est rouge, d'ailleurs. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un appareil compliqué, vous voyez, là, qui est capable d'attraper des molécules d'oxygène. Pour être très précis, vous avez sur ce dessin une forme d'ensemble qui apparaît ici en rouge, bleu, vert, un peu. C'est une forme d'ensemble sur laquelle je vais revenir. Et puis vous avez 4 endroits en vert. Alors les endroits en vert, ce sont des endroits très précis qui ont une forme très précise qu'on appelle les sites catalytiques. C'est-à-dire c'est là que se passent les choses importantes. Et ces 4 sites sont capables de capter une molécule d'oxygène. Alors, vous voyez ici 4 points rouges. Ces points rouges ne sont pas les molécules d'oxygène. Ces points rouges sont des atomes de fer. Il y a 4 atomes de fer. Oui. L'atome de fer qui est placé au centre, là, est très important. Et c'est grâce à cet atome de fer que l'hémoglobine peut attraper l'oxygène. Donc, si vous êtes anémié, votre médecin vous dira que vous manquez de fer et vous demandera de manger des lentilles. C'est à cause de ces petits points rouges qui sont là et ce sont les endroits où l'oxygène est capté. Alors maintenant, la forme du reste est moins importante, mais tout de même, c'est une forme qui est capable de se déformer selon la teneur en oxygène. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que l'hémoglobine a une certaine forme quand elle passe dans vos poumons. Et avec cette forme-là, elle va capter l'oxygène dans vos poumons. Elle est chargée d'oxygène et elle part dans votre sang. Et si elle arrive dans un muscle et que vous êtes en train de courir, votre muscle consomme beaucoup d'oxygène. Et donc, dans le muscle où arrive l'hémoglobine, l'oxygène est raréfié. Eh bien, lorsque la teneur en oxygène est raréfiée, cette forme d'ensemble que vous avez là bouge légèrement et cela libère les 4 oxygènes. Voilà. Donc, je résume le cycle. L'hémoglobine arrive dans votre poumon, elle capte 4 oxygènes, elle les emporte, elle transite à un moment dans votre muscle qui manque d'oxygène, ça déclenche une légère modification dans sa forme et elle libère les 4 oxygènes et elle continue son chemin pour revenir dans les poumons. Voilà, donc c'est quand même une machinerie extraordinaire, hein. Il faut bien dire qu'on est pantois devant la complexité de cette protéine. C'est un monde extraordinairement complexe que celui des enzymes et des protéines. Alors, je reviens à nos amis créationnistes de l'époque qui disent, mais c'est quand même improbable, comment la nature a-t-elle pu trouver quelque chose d'aussi complexe, même en faisant beaucoup d'essais au hasard. Vous me dites que l'évolution darwinienne se fait au hasard. Comment par le hasard peut-on tomber là-dessus? Si vous assemblez au hasard des bouts de métal, vous allez fabriquer une Mercedes. Alors, ils se sont dit, on va calculer la probabilité d'un tel objet. Et ils ont trouvé une probabilité très très faible.
On va la calculer ensemble, vous allez voir qu'effectivement, c'est une probabilité infiniment faible. Nous allons imaginer que nous fabriquions pas à pas la molécule d'hémoglobine. Il y a 500 perles à assembler. Il y a 20 couleurs pour chaque perle. Alors, je commence, je prends une perle au hasard. Ben, j'ai déjà 20 cas. Donc, j'en prends une, la verte. Voilà. Il y a 20 possibilités. Je prends une deuxième perle pour l'assembler. J'ai de nouveau 20 possibilités. Je vais choisir la rouge. 20 possibilités fois 20 possibilités, j'ai déjà 400 possibilités de faire un collier à deux perles. Si maintenant je prends une troisième perle, je multiplie les 400 par 20 et je suis déjà à 8000. Autrement dit, vous pouvez faire l'essai si vous voulez, il y a 8000 petits colliers minuscules de 3 perles, il y a 8000 possibilités avec les 20 couleurs. Quand on continue, ben, vous voyez, ça part à l'infini de façon exponentielle et on arrive donc par ce calcul à 20 possibilités multipliées par 20, 20, 20, 20, 20, 500 fois. Et ça s'appelle en mathématiques 20 puissance 500. 20 puissance 500, ça veut dire qu'il y a un nombre possible de combinaisons de ce collier de 500 perles qui est absolument gigantesque. Pour vous donner une idée à quel point c'est gigantesque, je vais citer deux nombres qui sont très grands. Un des nombres, c'est le nombre de particules de l'univers, tout l'univers observable, toutes les galaxies, 300 milliards de galaxies qui ont chacune 300 milliards d'étoiles, etc., etc. Quand on prend toutes les particules de l'univers, l'estimation qu'on a, c'est de l'ordre de 10 puissance 80. Vous voyez, comparer 10 puissance 80 avec 20 puissance 500, vous voyez qu'on est très, très, très au-delà. Il y a un autre nombre qui est connu dans les grands nombres, c'est le gogol. Le gogol, c'est de là que vient le mot Google. Google avait inventé son nom en partant du gogol. C'est 10 puissance 100. C'est donc 10 multiplié par 10 par 10 par 10 par 10, 100 fois. C'est déjà un nombre absolument gigantesque. Et pourquoi Google avait choisi ce nom? C'est parce que grâce à des ordinateurs très puissants, inventés d'ailleurs par des Français, par une start-up française aux États-Unis, grâce à des ordinateurs très puissants, Google pouvait, sur 1 milliard de pages Internet, vous sortir les pages qui vous intéressent sur un mot-clé et faire ça en quelques secondes. Maintenant, c'est dixièmes de seconde et c'est dizaines de milliards de pages. Donc, ils avaient appelé leur société Google du nom Gogol. Voilà, donc j'en reviens à l'argument créationniste. Voilà, si vous dites que l'évolution darwinienne se fait par le hasard, dites-moi comment le hasard peut trouver une molécule aussi sophistiquée dont la probabilité est de 1 sur 20 puissance 500. Et là, ils ont poursuivi le calcul plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont dit, imaginons même qu'il y ait tant de milliards, de milliards, de milliards de bactéries, imaginons qu'elles se répliquent toutes les 20 minutes, ça fait tant de générations, de milliards de bactéries. Imaginons que ceci existe depuis 4 milliards d'années, l'origine de la vie. Ils ont calculé le nombre de réplications qu'il y avait, et même ce nombre était tout petit par rapport à 20 puissance 500. Autrement dit, l'argument était fatal, c'est-à-dire que c'était impossible de trouver cette hémoglobine par un processus dû au hasard. Faux. Et faux pourquoi? C'est là qu'on va arriver au possible adjacent. Pourquoi? C'est parce que il n'y a pas un tirage qui a été fait par la nature parmi 20 puissance 500 possibilités. C'est pas une loterie. Une loterie où vous auriez 20 puissance 500 numéros à tirer et où la nature viendrait piocher un exemple et puis non, ça marche pas, piocherait un autre exemple et puis au bout d'un certain temps trouverait le bon exemple. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas une loterie, il n'y a pas un grand sac avec toutes les possibilités. Ça marche pas à pas. Comment fonctionne le système darwinien? Il fonctionne par hasard, mais c'est un hasard qui est organisé en essais-erreurs successifs.
un par un. C'est-à-dire que ce sont des mutations, vous le savez, hein, la progression des espèces, elle provient de mutations. Et le système, il est très simple. Il y a une mutation qui se fait entre parents et enfants. Vous avez une mutation qui se fait. Si cette mutation est neutre, il ne se passe rien. Si cette mutation est défavorable, eh bien, vous aurez un individu qui va être inférieur dans ses performances, voire même ne jamais exister. Et donc, il aura au mieux une descendance plus faible. Et inversement, quand une mutation réussit, eh bien là, vous avez un individu qui va courir plus vite, ou s'oxygéner mieux, ou être plus intelligent, etc. Et là, eh bien, il échappera plus facilement à ses prédateurs et il sera réciproquement un meilleur prédateur lui-même. Donc, c'est pas à pas que la nature crée des mutations au hasard. Et ces mutations, c'est ce qu'on appelle le possible adjacent, parce que la plupart des mutations, par rapport à une protéine comme l'hémoglobine, imaginez le collier de perles de 500, une mutation, c'est une erreur d'une perle. En général, c'est une seule erreur d'une seule perle. Vous avez donc une perle qui était rouge, mais lorsqu'il y a eu la descendance, erreur, le rouge s'est transformé en vert. Et vous avez donc une perle sur 500 qui s'est transformée. Et là, eh bien, il y a immédiatement sanction. Le changement est bénéfique pour l'espèce ou il ne l'est pas. S'il est bénéfique, il est retenu. Et on passe à la génération suivante. Il y a une autre perle qui subit une erreur. Et vous voyez, à chaque fois, c'est simplement une toute petite erreur d'une perle qui se produit dans le possible adjacent. Le possible adjacent, c'est toutes les protéines identiques à celles dont on parle, mais dans lequel une seule perle aurait changé. C'est ça le possible adjacent en fait. Et c'est là qu'on utilise la notion de possible adjacent. Alors, ce que je dis, c'est donc que la nature progresse au hasard. Oui, l'erreur entre le rouge et le vert, c'est le hasard. Mais pas n'importe comment. C'est pas un tirage dans une urne. C'est un processus qui suit un algorithme, c'est-à-dire une procédure qui est faite pour gagner en fait. Vous avez une procédure dans laquelle dès qu'on fait un petit changement qui est bénéfique, il est retenu. Dès que le changement ne l'est pas, eh bien, il est éliminé. Et c'est cet algorithme, c'est-à-dire une procédure qui est systématiquement gagnante, qui fait monter en performance les protéines. Et donc, la protéine est montée. Le choix qu'elle a fait, que vous avez sur la page précédente, là, ce choix n'est pas unique, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Simplement, quand la nature arrive à quelque chose qui marche, elle le retient. Et donc, la nature a fini par retenir ce résultat qu'elle a obtenu après 4 milliards d'années. Mais ce n'est pas la seule hémoglobine. D'ailleurs, pratiquement toutes les espèces ont des hémoglobines légèrement différentes. Elles ne sont pas identiques. Et donc, derrière cette erreur, il y a la question de ce qu'on appelle le hasard. Et l'erreur qui était commise à l'époque avec cet argument, c'était de penser qu'il y avait une grande urne et qu'on allait piocher la carte gagnante, paf, d'un seul coup dans cette urne. Pas du tout. La nature procède progressivement. Et surtout, la nature n'explore pas les 20 puissance 500 cas possibles. La nature ne les explore pas. Effectivement, comme le disaient les créationnistes de l'époque, elle n'a pas le temps, elle ne peut pas, c'est pas matériellement possible, même en 4 milliards d'années, d'explorer tout cela. Il suffit qu'elle explore une toute petite protéine de 2 perles alliées à un atome de fer et que ceci permette de fixer l'oxygène plus ou moins bien. Il suffit de trouver ça. Et ensuite, vous avez une quatrième perle qui s'ajoute un jour et ça marche mieux. Ah, alors on va retenir ça. Et puis un jour, on en trouve une cinquième qui marche. Et puis ça marche de mieux en mieux. Et voilà. Et un jour, on arrive à 500 avec une protéine hyper sophistiquée. Mais la nature n'a pas du tout exploré les 20 puissance 500 possibilités. Elle en a exploré une toute petite partie, mais ça suffit. Avec un algorithme comme ça, une procédure que j'appelle algorithme à cliquet. C'est une procédure gagnante, systématique, une martingale. Je l'avais appelé cela dans mon premier livre, une martingale gagnante.
Eh bien, avec cette martingale, on n'a pas besoin d'explorer tout le domaine des possibilités. Une toute petite partie suffit, et la nature s'arrête quand elle a trouvé quelque chose qui marche, c'est tout. Alors, c'était donc un argument faux, mais je le répète, ceux qui pensent qu'il y a des interventions divines, vous avez beaucoup d'autres exemples intéressants qui sont plus fins que celui-là. Maintenant, le domaine du possible adjacent, c'est quelque chose que connaissent bien les virus. Vous savez que les virus, en général, sont cantonnés dans une espèce ou plusieurs espèces. Mais en général, ils sont cantonnés dans une espèce, c'est-à-dire qu'un virus va, par exemple, être cantonné au canard sauvage. Le sida était une maladie du chimpanzé. Le Covid, on parle beaucoup du pangolin. On retrouvait des pangolins à Wuhan et ces pangolins possédaient le Covid. On sait même qu'ils sont venus de chauves-souris au départ. Alors, certains diraient, il y a une autre théorie, et peut-être vrai aussi, c'est qu'il y avait un laboratoire chinois à côté qui faisait des recherches et on sait qu'il travaillait sur ce virus-là. Donc, et oui, l'idée vient aussi que le virus était arrivé par là. Toujours est-il que, oublions cette histoire de labo en Chine, qui est plausible, mais en général, le virus, il est piégé dans une espèce. C'est-à-dire qu'il vit dans cette espèce, mais il n'est pas capable d'infecter une autre espèce. Et c'est ce qu'on appelle la barrière d'espèce. Mais les autres espèces sont un possible adjacent. C'est-à-dire que le pangolin qui est là, il est sur la tête d'un homme, vous voyez, ou d'une femme. Eh bien, le virus qui est dans ce pangolin peut passer chez la personne en question. Peut, c'est le possible adjacent. On sait que pour qu'il passe, il y a quand même deux conditions. Je vous parlais de petites portes qui s'ouvrent vers quelque chose de grand. Il y a quand même deux petites portes à franchir. Et les deux petites portes, c'est d'abord une mutation. Alors, de la même façon, le collier de perles, alors là, ce sont les gènes, hein, un nucléotide, comme on dit, une des perles d'un gène qui change de couleur. Et ça suffit parfois pour que le virus en question muté puisse infecter l'homme. Donc, il suffit d'une perle, souvent. On a suivi ça avec le Covid, hein. On sait très bien, perle par perle, ce qui se modifie lorsqu'on passe aux variants Delta ou je ne sais quoi. Donc, première porte, c'est une petite mutation qui est la bonne, qui est bien tombée et qui ouvre la porte vers une autre espèce. Et ça ne suffit pas, il faut aussi une occasion de contact. Par exemple, on a réussi à remonter à l'origine du sida et on connaît la personne qui a été le premier contaminé par un chimpanzé et on sait dans quelles circonstances. C'est un chimpanzé qui s'était blessé, cet homme a soigné le chimpanzé, il avait les mains dans le sang du chimpanzé et il se trouve que lui-même avait une petite blessure à la main, quelque chose comme ça, par lequel une toute petite fraction du sang du chimpanzé a pu contaminer le sien. C'est comme ça qu'est parti le sida. Donc, vous voyez, ça veut dire que l'homme était dans le possible adjacent du virus sida et qu'il suffisait de deux petites portes, porte mutation et la porte contact, pour que le possible adjacent soit brutalement envahi et qu'on ait une pandémie de sida. Le Covid-19, j'en profite pour dire qu'il ne sera jamais éradiqué. Vous savez qu'on a éradiqué le virus de la variole. Il n'y a plus de variole. Malheureusement, il en existe un petit peu dans des tubes à essai de certains laboratoires qui travaillent pour les armées. Et donc, il y a des pays du monde qui peuvent, c'est encore un possible adjacent pas très réjouissant, qui peuvent travailler sur des virus et un jour les lâcher. Ce sera une catastrophe parce qu'on n'a plus les anticorps, hein. Et la variole, c'est beaucoup, beaucoup plus meurtrier que le Covid. Ça n'a rien à voir. Vous avez 2 chances sur 3 d'y passer. La variole a quand même été éradiquée, donc elle n'existe plus chez nous. Les enfants à l'école ne peuvent pas attraper la variole. Moi, au travail, je ne peux pas attraper la variole. Ça ne peut pas se réaliser pour le Covid. Pourquoi? Parce que même si on arrivait à éradiquer le Covid dans l'espèce humaine, il y a des virus très proches dans un certain nombre d'espèces, dont les chauves-souris. Comme moi, vous avez dû entendre souvent que les chauves-souris avaient beaucoup de virus et qu'elles étaient souvent la source des virus. Alors moi, je me demandais pourquoi, c'est bizarre, pourquoi les chauves-souris? Eh bien, en fait, j'ai découvert un jour pourquoi. C'est une raison tout à fait anodine.
La chauve-souris, pour se nourrir, elle vole. Et le vol, c'est très fatigant. C'est beaucoup plus fatigant que si un serpent rampe par terre. Il n'y a aucun rapport. Et donc, la chauve-souris qui a fini son vol et fini son repas en même temps, elle se repose et elle est très fatiguée. Comme elle est très fatiguée, elle a une facilité d'attraper beaucoup de germes. Mais la nature fait bien les choses. Comme les chauves-souris ont traditionnellement récupéré beaucoup de virus, elles ont en même temps développé un système immunitaire très performant. Et c'est ce qui fait que beaucoup de virus sont abrités par des chauves-souris, mais l'infection est supportée par la chauve-souris. Et donc les chauves-souris sont porteuses de beaucoup de germes. Alors comme on sait que les chauves-souris ont des germes du Covid, eh bien tôt ou tard la chauve-souris piquera un pangolin qui lui-même sera consommé par un Chinois, etc., etc. Donc il y aura toujours du Covid, quoi. Simplement, bon, si on a tous des anticorps sur le Covid, ben, ça sera comme un rhume. Voilà. C'est déjà en partie le cas. Alors maintenant, je termine sur le possible adjacent en parlant de la grippe. On fait des vaccins de la grippe qui sont à peu près efficaces, pas à 100%, mais tout de même à 90%. Comment les fait-on? Le problème de la grippe, c'est que c'est un virus qui mute très vite. Autrement dit, d'une année sur l'autre, quand vous avez une campagne saisonnière à faire en novembre pour vacciner les gens, eh bien, le vaccin que vous allez fournir à la population ne peut pas être celui de l'année d'avant. Parce que celui de l'année d'avant, au lieu de fonctionner à 90%, il fonctionnerait à 40 ou 50%. Parce que en un an, les souches de grippe ont muté. Le champion des mutations, vous savez, c'est le sida, hein. Si une personne a le sida quelques dizaines d'années, il fabrique à l'infini dans son corps des mutants de sida. Ce qui fait que si un jour il a un rapport et communique le sida à quelqu'un d'autre, ce virus du sida est très différent de celui qu'il avait infecté au départ. Donc comment combattre un virus comme cela? Ben, vous le savez, on n'a jamais trouvé de vaccin pour le sida, c'est impossible. Eh bien la grippe, c'est un peu la même chose. C'est un virus qui mute quand même très vite et en un an, le virus s'est bien transformé. Alors, comment fait-on? Eh bien, le fabricant de vaccins qui doit fournir son vaccin en novembre fait un compte à rebours, un rétro-planning et dit, voilà, il me faut 3 mois pour fabriquer la bonne quantité de vaccins. Il faut donc que 3 mois avant, j'ai la bonne souche qui est la plus récente. Et où vais-je trouver la bonne souche? Alors, c'est là qu'intervient le possible adjacent. Le virus de la grippe, il est essentiellement chez les oiseaux. Vous avez entendu parler des grippes aviaires, mais c'est chez les oiseaux qu'il y a le plus gros réservoir. Et ce virus chez les oiseaux cherche toujours à sortir vers son possible adjacent. Et dans son possible adjacent, il y a les hommes. Et donc le virus cherche, entre guillemets bien sûr, mais le virus ira toujours par ce processus de diffusion de la nature, ira toujours là où il le peut, dans son possible adjacent. Et dans son possible adjacent, il y a les hommes. Et à quel endroit la porte peut s'ouvrir vers le possible adjacent humain? Dans les basses-cours. Et ces basses-cours se situent en Asie. Alors pourquoi l'Asie? Je reviens sur les Asiatiques. Bon, c'est simplement qu'il y a des pays d'Asie où les gens sont pauvres. Ils ont des basses-cours où ils élèvent toutes sortes d'oiseaux et puis ils les égorgent n'importe comment. C'est le garçon de ferme qui, on lui dit égorge les 10 poulets les plus gros, on va les vendre au marché. Bon, il va dans la cour, il a un couteau, il attrape les poulets, il les saigne sur place, il y a une flaque de sang dans la cour, etc. Vous voyez? Donc, ça se passe comme ça et là, il y a une promiscuité. C'est la porte dont je parlais tout à l'heure. C'est la promiscuité oiseau-homme qui est un point de passage dans le possible adjacent. Et donc, les fabricants vont chercher les souches dans le possible adjacent dans les basses-cours asiatiques. Ils envoient des hommes avec des petites seringues et ils vont prélever un petit peu de sang dans les volailles qui se trouvent dans les basses-cours, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait le vaccin que vous utilisez. Voilà, donc c'est le virus qui passe toujours dans le possible adjacent. Donc là, on devance, en fait, on devance son passage dans le possible adjacent dans les basses-cours. On va plus vite que lui. Voilà, ça consiste tout simplement en cela. Autre exemple, maintenant, la chlorophylle.
C'est une molécule très complexe. Alors, vous voyez, pour la chlorophylle, on pourrait employer aussi l'argument des créationnistes, qui était de dire quelle complexité! Comment la nature a-t-elle pu trouver la chlorophylle comme ça par le hasard? Bon, elle ne l'a pas trouvée par le hasard, elle l'a trouvée par l'algorithme dont je parlais tout à l'heure, la martingale gagnante. Et un jour, eh bien, cette chlorophylle est apparue qui permettait la photosynthèse oxygénée. Pourquoi oxygénée? C'est qu'avant, il y avait d'autres formes de photosynthèse qui existaient, mais qui étaient beaucoup moins efficaces. Celle-là, la photosynthèse oxygénée, est apparue il y a 2,3 milliards d'années. Vous voyez, ça fait quand même très longtemps. Et à l'époque, ce n'étaient pas des plantes, les plantes n'existaient pas, c'était des petites cellules, comme les cellules de plancton, si vous voulez. Et ces petites cellules ont commencé à exploiter l'énergie du soleil. Alors c'était très important parce que avant cela, avant la photosynthèse, les bactéries utilisaient l'énergie chimique dans les océans. C'est comme ça que la vie a dû apparaître sur Terre, c'est par l'exploitation d'une énergie chimique. Seulement, en se développant, elle consommait toute cette énergie chimique et puis il fallait trouver quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre a été la photosynthèse. Tirer l'énergie de la lumière solaire. Et là, ça a été un possible adjacent gigantesque qui s'est ouvert. Cette chlorophylle a été une petite porte qui s'est ouverte vers un Eldorado absolument incroyable. Maintenant, si vous vous baladez dans la nature, vous voyez du vert partout. Ben oui, du vert, c'est la chlorophylle. Donc, c'est ce qui s'est passé il y a 2,3 milliards d'années. Alors, la nature s'est engouffrée là-dedans et vous avez eu de plus en plus de bactéries qui fonctionnaient par la photosynthèse oxygénée. Seul petit détail, c'est que, comme son nom l'indique, cette photosynthèse, elle produit de l'oxygène. Et oui, on dit qu'une forêt, c'est un poumon pour l'écosystème. Eh bien, les feuilles produisent de l'oxygène, et c'est l'oxygène que nous respirons. Seulement, le petit détail, c'est que cet oxygène était toxique pour les bactéries. Autrement dit, les bactéries de l'époque commençaient à fabriquer massivement de l'oxygène qui, pour elles, était un poison. Imaginez que l'espèce humaine change et que nous fabriquions du cyanure et que nous commencions à répandre du cyanure dans nos ordures, dans notre respiration et partout. Eh bien, au début, ça marcherait, et puis à un certain moment, à force de répandre du cyanure partout, on commencerait à mourir du cyanure. C'est ce qui s'est produit à l'époque, et je vous en avais parlé, on appelle ça la catastrophe de l'oxygène, parce que ça a créé une véritable extinction. Mais à partir de là, d'autres portes se sont ouvertes vers un possible adjacent gigantesque aussi, et j'en cite trois. Comment les bactéries se sont-elles tirées d'affaire? Comment se sont-elles sauvées de cette catastrophe d'oxygène? Eh bien, là aussi, mutation par mutation, elles ont progressivement fabriqué un métabolisme totalement différent, c'est-à-dire un métabolisme qui est fondé sur l'oxygène. Avant, il n'y avait pas d'oxygène, le métabolisme était fondé plutôt sur des molécules qu'on appelle réductrices, comme l'hydrogène sulfuré, l'hydrogène, le méthane, etc. Et là, eh bien, un nouveau métabolisme est apparu qui non seulement fonctionnait en présence d'oxygène, qui n'était plus toxique, mais mieux que cela, fonctionnait bien mieux que ce qui existait avant. Et c'est donc ce nouveau métabolisme oxygéné qui a pris le dessus il y a 2 milliards d'années et qui a permis un développement considérable. C'est là encore un Eldorado qui s'est ouvert à partir de quelques réactions chimiques à la suite de l'invention de la chlorophylle. C'est ainsi qu'est née, il y a 2 milliards d'années, la cellule eucaryote, qui est la cellule qui fait les plantes et les animaux. Toutes les plantes, tous les animaux sont faits du même type de cellule qu'on appelle eucaryote, qui est une révolution en soi, qui est quelque chose de beaucoup plus complexe que les bactéries qui existaient avant, et qui n'a pu se développer que grâce à ce métabolisme aérobie, on dit, c'est-à-dire fonctionnant sur l'oxygène. Ce sont ces cellules eucaryotes qui, en fait, ont mené à la nouvelle révolution suivante, qui s'est produite il y a à peu près 800 millions d'années, on ne sait pas très bien, qui est celle des êtres multicellulaires, c'est-à-dire un assemblage de cellules eucaryotes.
Et lorsque les premières cellules eucaryotes ont trouvé des moyens de s'allier comme ça et de fabriquer un être multicellulaire, cette invention, lorsqu'elle est apparue, a ouvert encore un domaine gigantesque. Alors vous voyez, je vous parlais des événements peu probables. Vous voyez qu'à chaque fois qu'un événement peu probable comme cela s'est produit, à chaque fois, c'est un possible adjacent. Là, la nature s'engouffre à une vitesse absolument incroyable dans ce type d'opportunité. Un possible adjacent dont je vous avais déjà parlé, c'est la sortie de l'eau. Oui, jusqu'à environ 430 millions d'années, donc ça fait pendant 3 milliards et demi d'années, la vie était exclusivement dans les mers. Et les continents étaient secs, étaient comme sur Mars, c'était du caillou. Et les espèces ne pouvaient pas sortir parce que dès qu'elles sortaient de l'eau, c'était possible, hein, un petit crustacé qui sort de l'eau, etc. Eh bien, les espèces étaient fusillées par le soleil, par les rayons UV du soleil. Donc, la vie est restée cantonnée dans les océans et les continents représentaient un possible adjacent gigantesque aussi, mais inaccessible. Et il fallait une petite porte. Quelle est la petite porte qui a permis à ce que les espèces puissent envahir ce possible adjacent? La petite porte porte un nom, c'est la couche d'ozone. Effectivement, ce qui se passe, c'est que l'oxygène montait en teneur, hein, l'air contenait de plus en plus d'oxygène, et fort heureusement pour nous, dans la zone très élevée de l'atmosphère où vraiment le rayonnement solaire est fort et il rencontre le gaz oxygène, là, il y a une transformation. L'oxygène, ce sont des molécules à 2 atomes, O2. Eh bien, sous la percussion d'ultraviolets, les molécules d'oxygène gagnent un atome et ça fait des O3. O3, c'est l'ozone. L'intérêt de l'ozone, c'est qu'une fois que l'ozone s'est constituée, elle représente un matelas qui fait que quand des rayons UV importants arrivent sur l'ozone, ils dissocient l'ozone de nouveau. Donc il y a ce mouvement O2 vers O3, O3 vers O2, et tout ça crée la couche d'ozone et elle est protectrice. Elle laisse passer la lumière, bien sûr, elle laisse passer une partie des UV, c'est pour ça que vous avez des coups de soleil, mais en tout cas, elle bloque sévèrement les UV les plus énergiques, ceux qui vous donneraient des cancers à tous les coups. Alors voilà, dès que c'est faite cette couche d'ozone, c'est une petite porte qui s'est ouverte vers la conquête des continents. Je dis petite, pourquoi petite? Parce que la couche d'ozone, je ne connais pas son épaisseur, ça doit être de quelques kilomètres, hein, mais si vous prenez la couche d'ozone, qui se trouve très très haut, à des pressions très faibles, mais si vous preniez cette couche d'ozone, la quantité d'ozone, et que vous la rameniez à notre niveau, au niveau de la mer, à la pression d'une atmosphère, hein, la pression qui est autour de vous, cette couche d'ozone ne représenterait que 2 ou 3 millimètres. C'est donc cette petite couche de 2 ou 3 millimètres qui, en l'air, se dilue beaucoup plus, qui nous protège. C'est donc une toute petite porte. Et elle a donné accès à un immense domaine du possible adjacent qui était tout simplement ces continents secs. Et là, je vous avais expliqué, plusieurs espèces successivement ont franchi le pas et ont découvert cet Eldorado. Ça a commencé par des bactéries. C'est toujours les bactéries les plus fortes, hein. Dans tout, les bactéries sont les plus résistantes. Donc des bactéries ont commencé à sortir de l'eau, près de l'eau, hein, là où il y a de l'humidité, et puis des plantes, les mousses, ont commencé à profiter de cette humidité. Et la terre a commencé, en tout cas près des eaux, à se couvrir de mousse, et ça créait déjà un petit écosystème frais, favorable pour d'autres espèces qui, par exemple, mangent des bactéries ou mangent des mousses. Elles ont commencé à trouver un aliment là et à sortir dans le possible adjacent qui était autour des eaux. Alors, bactéries en premier, des mousses, des algues en second, et puis ensuite des vers plats qui ont donné par exemple les mille-pattes, des mollusques, les escargots ont pour ancêtre des mollusques aquatiques. Et là, il y en a un qui est très célèbre, c'est un arthropode. Les arthropodes, vous savez, ce sont les crustacés, hein. Eh bien, il y a un arthropode qui a été particulièrement génial parce que lui, il a gagné le possible adjacent
Et il l'a tellement envahi qu'il a créé tous les insectes. Tous les insectes viennent d'un arthropode. Vous avez tous remarqué la ressemblance entre un scorpion avec ses deux pinces et un homard. Ça n'est pas une ressemblance fortuite, c'est tout simplement que les insectes descendent des crustacés et donc la forme du homard avec ses pinces était déjà inscrite génétiquement dans les arthropodes qui sont sortis de l'eau et ensuite dans les insectes. C'est pas tout à fait un insecte d'ailleurs, le scorpion c'est un arachnide, mais tout ça vient d'un arthropode qui est sorti de l'eau. Et puis alors il y a un animal qui nous intéresse en tout premier lieu, c'est le poisson qui est sorti de l'eau et qui a donné les tétrapodes. Tétrapode c'est un lézard, tétrapode c'est une tortue, tétrapode c'est un chien, c'est nous, nous sommes aussi des tétrapodes et nous venons tous d'un animal qui est représenté là vivant aujourd'hui parce que c'est un peu un fossile vivant si vous voulez. C'est une espèce de gros poisson qui a commencé à développer 4 nageoires puissantes avec des os à l'intérieur et des muscles pour pouvoir avancer dans les marais, dans les territoires marécageux, vous voyez. Et cet animal a commencé à sortir de l'eau et avec ses grosses nageoires, il pouvait ramper. Et ça a donné les premiers tétrapodes qui étaient des sortes de salamandres, si vous voulez. Alors en même temps, il a développé des poumons. Ce ne sont pas les branchies qui se sont transformées, curieusement d'ailleurs, mais c'est une vessie natatoire qu'ont les poissons. La vessie natatoire, c'est une vessie remplie d'air. Et cette vessie, selon qu'il la comprime ou qu'il la dilate avec des muscles, elle fait que le poisson monte ou descend. Les parois de cette vessie natatoire ont commencé à capter l'oxygène avec de l'hémoglobine qui existait déjà d'ailleurs chez les poissons. Donc voici notre ancêtre qui a créé tous les tétrapodes. Alors ce que je trouve amusant, c'est que je vous ai parlé du possible adjacent pour les animaux marins, c'était les continents, et ils ont envahi le possible adjacent. Mais ce qui est amusant, c'est qu'un peu après, il y a des espèces terrestres qui, elles, ont découvert un possible adjacent qui était quoi? L'océan. Ah oui, parce que ces espèces-là, parfois, elles ont trouvé un possible adjacent dans l'océan, tout simplement parce qu'il y avait une nourriture abondante. Et c'est ainsi que des espèces qui étaient des animaux à fourrure, un peu comme des blaireaux si vous voulez, ont commencé à une certaine époque à entrer dans l'eau et ont découvert qu'à l'époque il y avait beaucoup de plancton. Donc l'eau de mer était très nourrissante si vous voulez. Et ils ont commencé à prendre de l'eau et à filtrer ce plancton et comme ça marchait bien, cette espèce a commencé à vivre de plus en plus dans l'eau. Et ça a donné les cétacés. Les marsouins, les dauphins, les orques, les baleines, tout ça descend d'un petit animal genre raton laveur qui vivait plus ou moins au bord de l'eau et qui a commencé à s'alimenter dans l'eau. Et donc, l'océan est redevenu un possible adjacent pour les espèces qui s'étaient accoutumées au continent. Et elles ont réciproquement envahi les océans. Alors, ceux qui ont vraiment envahi les océans, c'est bien avant les cétacés, ce sont les dinosaures. Les dinosaures sont retournés dans l'eau et ont terrorisé le monde marin pendant 100 millions d'années, ou plus, 150. Voilà comment ce qui était la base de départ, c'était les océans, permis d'envahir un possible adjacent, et ensuite c'est un autre possible adjacent réciproquement que les océans ont représenté pour les espèces terrestres. Alors, moi je trouve ça absolument fascinant parce que quand vous regardez un dauphin c'est un poisson. Prenez un enfant de 5 ans, vous lui montrez un dauphin, pour lui c'est un poisson. S'il est très observateur, il remarquera peut-être que la queue du dauphin est horizontale alors que la queue du poisson est verticale. Il verra peut-être cette différence. Mais en dehors de ça, vous voyez un poisson, il a le même type de peau, la même forme, la même façon de se propager dans l'eau avec ses nageoires, les nageoires qui ont la même forme, une nageoire de requin, une nageoire de dauphin, c'est pareil. Eh bien pourtant, le dauphin, c'est un animal qui est sorti de l'eau et que vous voyez là, qui a donné des descendants qui sont devenus des mammifères, des animaux à fourrure, et un beau jour, c'est un de ces animaux à fourrure qui est reparti dans le sens inverse dans l'eau. C'est tout à fait exceptionnel. Maintenant, je vous dis pour ceux qui ne croiraient pas à cette histoire que maintenant nous avons à peu près 5 ou 6 fossiles
de cette évolution. C'est-à-dire que nous avons des fossiles de cette espèce de raton laveur qui était beaucoup dans l'eau. On voit que ses pieds commençaient à devenir palmés. Ensuite, nous avons un fossile un peu plus loin où on le voit avec un corps qui s'est allongé et on voit qu'il s'est adapté beaucoup plus à la natation. On a un fossile après qui est daté d'un peu plus tard dans lequel on voit carrément des nageoires. Et on voit ensuite un fossile où c'est déjà presque un poisson avant de devenir le dauphin ou la baleine. Donc tout ça est ponctué maintenant de fossiles qui nous montrent bien que c'est l'évolution naturelle qui a créé cette évolution. Voilà. Alors je termine par des exemples du possible adjacent dans l'humanité. D'abord, la bipédie. La bipédie, ça date de 7-8 millions d'années. C'est un moment où il y avait un changement climatique, donc il y avait moins d'arbres, il y avait de la savane. Les singes vivaient dans les arbres, mais ils avaient sous les arbres, devant leurs yeux, un possible adjacent immense qui était la savane. Seulement, pour vivre dans la savane, c'est pas la même morphologie que pour vivre dans les arbres. Dans les arbres, il faut des grands bras bien costauds, alors que dans la savane, c'est plutôt des jambes et la posture bipédique qui sont importants. Que s'est-il passé? C'est qu'à ce moment-là, il y avait moins d'arbres, il y avait ce possible adjacent et il y a des espèces de singes qui ont commencé à marcher pour se placer dans cet immense territoire et un certain nombre de modifications génétiques leur ont permis d'avoir la bipédie qui permet donc de courir beaucoup plus vite et d'aller au départ sur les charognes, manger de la viande et ensuite poursuivre des animaux. Vous savez que l'homme est l'un des mammifères les plus résistants à la course, en dehors du cheval. Ça, c'était un possible adjacent, la savane. Ensuite, il y a un autre possible adjacent qui s'est ouvert lorsque est apparue l'espèce Homo, l'homme avec un cerveau plus grand, avec une habileté manuelle, etc., a pu conquérir un tel possible adjacent qu'aujourd'hui l'homme est absolument dominant partout, au point de transformer la planète et de faire disparaître énormément d'espèces malheureusement. Eh bien, quelle est la porte qui s'est ouverte sur l'opportunité de l'homme? La porte qui s'est ouverte est toute petite. Vous savez peut-être que entre un singe, qui est représenté là, un chimpanzé, et nous, il n'y a que 0,4% de différence dans les gènes qu'on appelle codants, parce qu'il y a plein de gènes qui ne servent pas à grand-chose, qui ne codent pas des protéines. Mais si on parle des gènes qui codent les protéines, donc qui définissent vraiment votre corps, eh bien, il n'y a que 0,4% de différence entre un chimpanzé et nous. Alors, on explique cela par le fait que ce ne sont pas n'importe quels gènes qui se sont modifiés. Ce sont souvent des gènes appelés régulateurs, c'est-à-dire des gènes qui régulent plein d'autres gènes et donc qui, en cascade, déterminent beaucoup d'autres choses. Mais quantitativement, c'est 0,4%. Alors, c'est pour ça qu'on utilise les chimpanzés dans les laboratoires pharmaceutiques. Alors ensuite, vous avez l'homme préhistorique, et là, c'est pareil, il y a un possible adjacent absolument gigantesque qui s'est ouvert avec la culture. Qu'est-ce que la culture? Au départ, c'est la transmission d'un savoir. Je sais fabriquer une flèche en silex, je transmets mon savoir à mes enfants ou à des collègues, et le jour où je disparaîtrai, on continuera à savoir faire les flèches. Ça, c'est la culture. Mais pour transmettre un savoir, il faut le langage. Par exemple, le singe que vous avez là, vous voyez qu'il tient une brindille. Le singe sait, avec une brindille, attraper des termites dans une termitière. Il plonge la tige et puis il y a un termite qui s'accroche à la tige, il tire doucement la tige et il mange le termite. Cette aptitude à manger les termites, elle est transmise de singe en singe. C'est la culture du singe, si vous voulez. Mais c'est une culture extrêmement rudimentaire. Et c'est simplement que les enfants singes voient les parents manger comme ça. Et donc ils apprennent et ils perpétuent ce savoir. Mais c'est très limité. Et vous voyez que chez le singe, il y a très peu de choses qui sont transmises. Pour qu'il y ait vraiment transmission culturelle, il faut le langage. Et le langage a permis une explosion vers un nouveau possible adjacent. C'était une petite porte. Et cette petite porte, quelle est-elle? La petite porte qui s'est ouverte, elle est là. C'est le larynx. Le larynx du singe ne lui permet pas de prononcer autre chose que, allez, disons une dizaine de sons maximum, 5 ou 6 sons,
qu'il utilise pour dire attention, il y a une panthère, ou bien pour attirer une femelle, ou pour démontrer une attitude hostile à un autre mâle, etc. 5 ou 6 sons. Nous avons 20 lettres dans l'alphabet, bon, nous avons 20-30 syllabes ou sons ou types, et nous faisons un langage avec cela. Mais pour prononcer ces 20 ou 30 sons, il fallait un changement du larynx. On appelle ça la descente du larynx, parce que notre larynx se situe plus bas que chez le singe, et se situant plus bas, il dégage une cavité, et c'est cette cavité résonante, si vous voulez, qui nous permet de faire A, E, I, O, U. Et c'est simplement la descente du larynx. Et cette descente, eh bien, c'est quelques gènes, très très peu. C'est quelques gènes qui ont modifié la physiologie, qui ont modifié la forme de la gorge. Dès que ceci s'est fait, c'est la petite porte s'est ouverte et les espèces Homo erectus à l'époque ont commencé à pouvoir communiquer entre eux avec une plus grande variété. Et ça a été le début de la culture qui a explosé avec Homo sapiens il y a 40 000 ans. Autre porte qui s'est ouverte, c'est l'agriculture. Ça s'est passé en Turquie. Il y a 2 ou 3 endroits où on pense que l'agriculture est apparue. Et donc, des hommes ont appris à élever des bêtes et se nourrir du lait et de la viande, et aussi à faire des céréales. Ça s'est produit il y a environ 10 000 ans, et c'est une petite porte qui s'est ouverte vers un immense possible adjacent. Pour les peuplades qui étaient à l'origine de cette invention, le possible adjacent, c'est tout l'Europe. Tout l'Europe qui était occupée par des chasseurs-cueilleurs. Mais toute cette terre immense était disponible pour la culture. Et c'est ce qui s'est passé. Les espèces qui disposaient du savoir sur l'agriculture ont envahi ce possible adjacent presque aussi vite que la mer Méditerranée avait envahi la dépression qui se trouvait à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que j'appelle rapide? Quelques millénaires. En quelques millénaires, les peuplades agricoles ont envahi tout le territoire. Ça, c'est pareil, on a des traces par les fossiles, par le type d'outillage qu'on trouve fait à partir de pierres taillées, bien de métal. On voit comment s'est développée l'agriculture. Autre possible adjacent culturel, c'est l'imprimerie. À la fin du XVe siècle, Gutenberg invente non pas l'imprimerie, et l'imprimerie existait déjà avant, mais l'imprimerie à caractère mobile. C'est-à-dire qu'avant, il fallait sculpter une plaque de bois, après on pouvait imprimer avec. Mais c'était très long. Donc lui, Gutenberg a inventé les caractères mobiles. On a un jeu de caractères comme un Lego, on les assemble et on peut faire différents textes. Et là, ça a été la diffusion du savoir à grande échelle à travers la planète, les livres. Voilà. Autre étincelle qui, comme cela, a mis le feu aux poudres, c'est la révolution industrielle avec la machine à vapeur. Le possible adjacent, c'était tout ce que l'on sait faire avec des machines, comment développer la production à grande échelle, la production de masse en série, etc., etc. Tout ça a été envahi par l'homme en un siècle de temps. Plus récemment, c'est Internet. Internet était un possible adjacent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il existait dans les années 70-80 des protocoles de communication. L'informatique existait déjà, hein, et on savait transmettre des fichiers. On savait transmettre bit par bit des 0 et des 1, des chaînes de 0 et de 1. On savait les transmettre. Ceux qui ont mon âge se souviennent peut-être de Transpac. Transpac en France, c'était un réseau de transmission de données d'entreprise à entreprise. Et donc, c'était des fils et on faisait passer des 0 et des 1 sur ces fils. Et ces protocoles de communication se sophistiquaient. Et à un moment donné, on disposait de techniques pour véhiculer tous ces 0 et ces 1 qui étaient déjà très avancés. Et il y avait là un possible adjacent qu'on ne voyait pas venir. Mais le possible adjacent est apparu lorsque, aux États-Unis, on a inventé Internet de la façon suivante. L'idée, c'est que Transpac ou ces réseaux-là étaient centralisés. Donc France Télécom faisait un nœud à Paris. À partir de ce nœud, on avait des fils qui partaient à Lyon, à Marseille. À Marseille, on déconcentrait ça. Il y avait d'autres fils qui partaient vers les abonnés. Une entreprise s'abonnait, on tendait un fil. Et tout ce monde-là pouvait communiquer sous le contrôle centralisé
de France Télécom. Et je me souviens à cette époque-là que parfois, on n'arrivait pas à communiquer parce qu'un ministre s'était déplacé à Lyon, il y avait une vidéoconférence avec le ministre et France Télécom piquait la bande passante pour le ministre pendant 3 heures. Et pendant 3 heures, on ne pouvait pas communiquer les fichiers. Et puis, ça revenait après. Et tout ça était contrôlé centralement. Internet, c'est une autre idée. C'est utiliser la même technologie mais de façon distribuée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un France Télécom, il n'y a plus d'organisateur, ça se fait tout seul. Chaque abonné qui entre sur Internet, chaque opérateur, si vous voulez, qui décide de joindre Internet, apporte ses propres fils et ça va faire un réseau maillé. Et dans ce réseau maillé, il n'y a pas de chef. Il n'y a personne qui peut à un moment donné bloquer une partie d'Internet. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le message d'Internet, si jamais il est bloqué, parce qu'il peut toujours y avoir une panne quelque part, ou une saturation, eh bien ce message peut passer par ailleurs. Donc dans Transpac, le message de Marseille passait par Lyon et puis arrivait à Paris. Le message Internet qui part de Marseille maintenant, il peut passer par Turin. Et il trouve son chemin là où il faut s'il y a quelque part une saturation. Et donc c'est ça Internet. Mais là, je vous parle d'un possible adjacent. Et en même temps, il faut que je vous dise quelle est la petite porte qui s'est ouverte, parce que la technologie, fondamentalement, elle existait. La petite porte, c'est d'abord cette idée de décentraliser complètement le réseau, de le distribuer dans un système totalement libre. Et la petite porte, c'est un manuel de 150 pages qui décrit la technique qu'il faut obligatoirement utiliser et qui donne les règles de comportement. Donc, si vous créez demain une société de télécom et vous voulez vous brancher sur Internet, vous voulez être un acteur, un concurrent peut-être de Orange, eh bien, pour vous connecter à Internet, vous avez juste à appliquer les 150 pages. C'est-à-dire, vous avez un protocole technique, vous devez respecter un codage, un protocole, et vous avez des règles de comportement. C'est-à-dire que si vous avez mis une ligne, il faut qu'elle soit accessible aux autres aussi, et que vous laissiez la liberté de circulation des messages. Donc il y a des règles techniques et des règles de comportement, mais ça ne fait que 150 pages. Quand vous imaginez l'immense possible adjacent qui existait, qui était finalement d'installer le monde entier en Internet, en smartphone et tout cela, ce possible adjacent s'est ouvert par une petite porte qui est un livret de 150 pages qui est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est extraordinaire. Enfin, il y a une petite porte qui est en train de s'ouvrir. Alors, c'est l'intelligence artificielle. Et cette petite porte, on commence à regarder dans la porte et on ne voit pas très bien ce qu'il y a derrière. On sait que c'est un Eldorado, on sait que c'est quelque chose de gigantesque. On sait aussi que quand on va s'engouffrer dans cette porte, on va être emporté par l'eau comme l'eau qui a traversé Gibraltar pour envahir la Méditerranée, et on va être emporté là-dedans et on ne sait pas dans quoi. Et cette petite porte qui est en train de s'ouvrir actuellement avec ChatGPT, etc., l'intelligence artificielle, elle mène vers un énorme Eldorado. Mais attention, l'Eldorado, ça peut être aussi un cataclysme. Je vous disais que la Méditerranée avait rempli la cuvette et avait détruit toutes les espèces qui étaient là, et ensuite a créé d'autres opportunités. Alors, je ne pense pas que l'intelligence artificielle va nous détruire, mais en tout cas, le bateau va tanguer, hein, il va avoir intérêt à attacher les ceintures. Voilà ce que c'est que ce saut vers l'inconnu de l'intelligence artificielle. C'est tout simplement une petite porte qui s'ouvre, petite porte anodine, mais qui ouvre un immense territoire inconnu qui est dans le possible adjacent. Voilà ce qu'on peut dire sur la société. En fait, je vous ai expliqué là comment la nature se développe. Elle se développe par diffusion. Elle se développe partout où elle le peut. Elle exploite toutes les niches possibles. Elle exploite tous les possibles adjacents. Elle explore en permanence les possibles adjacents. Le possible qui est plus loin n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est disponible immédiatement. Et la nature, elle se développe là-dedans et d'une façon qui est imprévisible. Elle se développe pourquoi? Parce qu'elle cherche l'entropie, toujours. Elle cherche l'entropie maximum. L'eau cherche à tomber, tout simplement. Ben, la nature, c'est pareil, elle va vers les états les plus probables.
sauf la vie ou l'hémoglobine, où là c'est l'inverse. Mais je vous avais expliqué que le développement vers l'entropie permettait aussi des développements vers l'organisation. C'est pas incompatible. Et la nature, finalement, elle exploite la diversité qui est offerte par l'univers. Et c'est ça une des grandes questions, d'ailleurs, qui est une question métaphysique à la limite. Pourquoi l'univers est-il si fécond et pourquoi est-il si divers? Pourquoi permet-il une telle diversité tout en permettant la stabilité? Stabilité, une espèce, l'espèce girafe existe depuis X millions d'années. En même temps, diversité, c'est la diversité qui a permis que la girafe se fasse à partir d'autres espèces. Diversité et stabilité, ce sont deux qualités qui sont extrêmement bien équilibrées dans notre univers. Et parfois, eh bien, se présentent ces petites portes qui ouvrent des territoires immenses. Alors, moi, j'ai tendance à résumer cela de la façon suivante. Je dis comme tout le monde, la nature a horreur du vide. Oui, mais j'ajoute, et rien n'arrête sa curiosité. Je crois que je vous ai montré là des exemples qui le prouvent. La nature met son nez partout où elle le peut, finalement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin avec ces deux photos magnifiques de fleurs et d'abeilles et d'un très beau poisson. Voilà ce que la nature est capable de créer. Et je termine par cette phrase que j'aime bien, que j'ai trouvée dans un roman de Jean-Paul Dubois, prix Goncourt, qui dit: Nous faisons tous partie d'une gigantesque symphonie qui, chaque matin, dans une étincelante cacophonie, improvise sa survie. Quand on réfléchit à tous les êtres vivants, les écosystèmes, l'homme, les sociétés, nous improvisons notre survie. Voilà, bien, j'espère que ça vous a intéressé et nous nous retrouverons la fois prochaine pour vous parler de combinatoire. Nous reviendrons sur ces caractéristiques de l'univers que j'appelais la diversité et la stabilité et je vous montrerai pourquoi cela existe et pourquoi la nature est si féconde. Et là, nous parlerons de combinatoire, c'est-à-dire la façon dont se combinent des particules, des atomes, des molécules, des macromolécules. Voilà, et bien à la prochaine fois. Cette vidéo est tirée de mon livre L'univers mille feuilles. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre sur www.mgm-ec.fr.